Salut les loups de mer, alors là, je vous garantis qu'il va falloir vous accrocher, ça va être plus long que d'habitude, je vais essayer de rentrer le moins possible dans le détail, mais le sujet est très très lourd. Il y a plein de domaines qu'il va falloir qu'on aborde, mais je pense qu'on va les aborder dans des vidéos à part. Donc je pense que je ferai une playlist, euh, donc celle-là, sans rentrer dans le détail, elle rentrera dans la playlist Cap sur la bourse. Par contre, je ferai une playlist sur les REIT et puis les investissements mortgage. Parce que en faisant cette vidéo, j'ai essayé de regarder un peu sur internet des vidéos, des sites internet et tout ça qui expliquent pour essayer ben, mieux schématiser mes pensées. Et en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc je me dis, moi je vais le faire, je vais essayer de vous expliquer ça clairement, et ça va être très dur parce que sans déconner, c'est un imbroglio pas possible. Bref, Crédit Suisse, c'est une entreprise suisse, hein, c'est une banque d'investissement, et ils ont développé un ETF. Donc très spécifiquement, ici c'est un ETN, c'est pas un ETF, mais on va dire ETF, ce sera plus simple parce que j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Et pareil, je ferai des vidéos pour faire la différence entre les deux plus tard. Bref, donc REML, c'est le ticker, ce sera la manière la plus facile de le trouver. Et c'est X-Links Monthly Pay avec un levier x2. Donc sur des entreprises REIT, Mortgage, on y viendra plus tard. On attaque directement sur le disclaimer, donc là on voit pas bien, donc je vais aller, me déplacer en dessous ici, comme ça vous pouvez voir un petit peu mieux. Voilà. Donc là, moi, je suis caché. Et qu'est-ce qui se passe ici? Toutes les informations contenues dans cette vidéo sont publiques et à titre informatif uniquement. Ce n'est en aucun cas une recommandation d'achat. Investir en bourse comporte des risques. Hop, je me soulève. J'ai une belle tête de tortue comme ça. Et voilà. Donc, la présentation, les REIT, qu'est-ce que c'est? Real Estate Investment Trust. Donc, en fait, si on arrête de se la péter avec les termes anglais, c'est juste des sociétés immobilières. Donc, ils achètent des immeubles, ils les louent, ils gagnent de l'argent avec la location des immeubles et ils versent des dividendes à ceux qui investissent sur eux, en gros, équivalent à 90% des revenus qu'ils reçoivent. Donc, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, ça. Parce que nous, investisseurs, on se met tous ensemble et on leur donne une capitalisation boursière, par exemple, qu'on va voir tout à l'heure, à 10 milliards. Donc, on leur donne 10 milliards d'euros. Eux, avec 10 milliards d'euros, ils se disent, super, j'ai plein de pognon, je vais investir dans plein d'immeubles. Donc, je prends 7 immeubles, je prends 7 hôtels, je prends 7 hôpitaux, voilà, ils diversifient dans plein de secteurs. Du coup, ils n'ont pas de vacances locatives parce que il y a plein d'immeubles, plein d'appartements, plein de machins, etc. Et tous les mois, ils gagnent du pognon. Ce pognon, ils nous en reversent 90% et ils en gardent 10% pour rembourser soit de la dette, soit racheter d'autres immeubles. Donc, ça fait que monter, 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 monter. Donc, ça, c'est super intéressant. Sauf que là, c'est pas exactement ce type d'entreprise qu'on va analyser, puisque c'est un ETF qui investit sur le mortgage. Et encore une fois, mortgage, c'est compliqué parce que c'est un terme anglais. Bon, c'est compliqué en français aussi, les gars. Il va falloir s'accrocher quand même. Mais c'est juste des créances hypothécaires. La créance, c'est quoi? C'est une dette, en fait. C'est un emprunt. C'est quelqu'un qui vous doit quelque chose. Voilà, donc là, ils sont peut-être des créanciers un peu moins violents que celui que tu peux trouver dans la rue qui va te péter les genoux si tu ne le rembourses pas. Mais il y a des obligations de remboursement qui sont couvertes par l'État. Donc, je vais vraiment essayer de ne pas rentrer dans le détail. Je suis déjà en train de trop rentrer dans le détail, ça fait 4 minutes. Donc, mortgage, qu'est-ce que c'est? C'est des sociétés qui investissent sur les emprunts hypothécaires pour acheter des immeubles, des hôpitaux, des hôtels, etc. Donc, ça permet d'avoir une assurance d'être payé. Là, il n'y a pas de vacances locatives, machin, c'est un emprunt, c'est un crédit. Toi, tu achètes ton appart, tu as un crédit sur 20 ans, et ben eux, ils te rachètent ton crédit sur 20 ans, et c'est à eux que tu payeras les intérêts. Voilà, en gros, c'est ça. Ils se remboursent et ils se payent avec les intérêts au lieu de se payer avec les revenus locatifs. Bon, voilà. C'est des actions qui sont pas toutes jeunes, parce que on peut remonter jusqu'à aux années 2000, et elles sont toujours là.
Pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il y a un risque qui est associé à ces actions. Et ce risque, on l'a vraiment connu en 2008 parce que la crise des subprimes, je pense que tout le monde a entendu ce terme-là, et ben c'était ces actions-là. C'était ces petits galopins qui ont essayé de faire des prêts où ils regardaient même pas en fait. T'y allais, t'étais chômeur, t'étais SDF, tu dis bah tiens je vais te faire un emprunt pour ma maison, lui dit vas-y, pas de problème. De toute façon, je trouverai un moyen de me rembourser et tout. Prends, je te donne, tu veux combien? 100 000? Bam, 100 000. Et toi, tu gagnes pas de revenus, donc tu peux pas les rembourser. Et petit à petit, ben, ça a fait ce qu'on a connu. Et il y a une crise mondiale de toute la bourse, donc immobilière dans un premier temps, mais de la bourse mondiale dans un deuxième temps, en 2008, à cause de ça. Cependant, bon, ça s'est assaini, on y viendra plus tard. Qu'est-ce qui est important sur REML? C'est que c'est des actions à très haut dividende. On va taper sur du 15, 16, 17%. Actuellement, il est à 17% de dividendes. Si vous trouvez des actions à 17% autres que les créances hypothécaires, euh, j'allais dire je m'en coupe une, mais ben, j'allais dire les termes exacts, mais si vous en trouvez une, moi je tiens quand même, j'y tiens quand même, donc voilà, on va les garder, mais je m'en couperai pas une et je parlais pas de mes mains. Donc très haut dividende, ça c'est hyper important, mais on va voir juste après pour les impôts. Il y a quand même un management du risque qui est intéressant, puisque ben, là ça se diversifie en étant un ETF et en prenant plusieurs REIT. Et les impôts pour le Crédit Suisse. Hein. Dans Crédit Suisse, il y a quoi? Il y a Suisse. Les Suisses, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des gens qui sont neutres, mais en dehors de ça, c'est un pays qui financièrement a un accord avec la France. Et cet accord, ça nous met nous, Français, dans la merde. C'est que il y a des impôts à payer sur les dividendes reversés par les sociétés cotées en Suisse. Et ces dividendes, n'importe quelle entreprise, vous allez payer 30% de dividendes. Okay, 30% d'impôts, je veux dire, sur les dividendes qui vous reversent. 30%, c'est énorme. Franchement, ça fait chier. On vous verse 10% de dividendes, vous avez 30% dessus, bah finalement, c'est comme si on vous verse plus que 7%. Donc, déjà 10%, les entreprises qui versent 10%, il faut les trouver. Donc, avec les impôts, c'est dommage. Sur les impôts, je pense que je ferai une vidéo aussi dessus, mais pour aller très rapidement. Les bénéfices, vous payez 17%. Les dividendes, vous payez 30%. Et les dividendes suisses, vous payez 50%. Si vous voulez réduire les impôts que vous payez pour les dividendes et les dividendes en fait tout court, vous pouvez payer que 17% comme les bénéfices. Si vous faites un PEA plutôt qu'un compte titre, donc là c'est un plan d'épargne en gros, bon, c'est des manières de fructifier son argent en trichant un petit peu. Voilà, c'est les petites astuces, mais on n'en parlera pas là. Ok, donc les impôts, c'est important pour Crédit Suisse, parce que si on investit là-dedans plutôt que d'investir directement dans les entreprises dans lesquelles Crédit Suisse investit, eh ben on va payer plus d'impôts. Voilà, donc je préfère en parler. Pourquoi c'est intéressant? Ça, c'est la courbe de Crédit Suisse, sans compter les dividendes. Ok, donc là, c'est juste la valorisation de l'action. Je me dépêche parce que je vois qu'on est déjà à 8 minutes. Donc, à côté, en orange, vous allez avoir le Nasdaq. Donc, ça, c'est l'évolution de la courbe du Nasdaq par rapport à l'évolution de la courbe de RELM. On rappelle que ces courbes-là, elles ne prennent pas en compte les dividendes. Donc, le Nasdaq, il fait que monter, 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 monter. Bon, il y a eu une petite crise là, enfin une petite crise, il y a eu le Covid. Hein. Donc, ça veut dire que globalement, on la voit que monter, mais si vous avez investi en 2019 ou en 2020, plutôt en janvier 2020, bah, vous avez perdu 70% de votre mise. Si vous avez investi 100 euros, là, vous avez perdu 70%. Après, la bourse est bien faite. Les gens, quand ils voient que ça tombe, ils réinvestissent. Et du coup, en 2021, vous avez déjà récupéré tout ce que vous avez perdu en 2020. Et actuellement, en décembre, là, vous avez déjà doublé votre mise par rapport à ce que vous avez investi avant et perdu. Donc au final, c'est une crise qui aura fait peur, mais qui aura fait peur pendant 4-5 mois. Au bout de 5 mois, c'était déjà tout remboursé.
C'est pas le cas sur RELM, les gars. Vous voyez que on s'est, on s'est fracassé la gueule. On s'est vraiment fracassé la gueule. Puisque 100% de perte, je sais pas pourquoi le graphique va moins 150%, parce que c'est pas possible, c'est complètement con. On peut pas descendre en dessous de 100%, évidemment. Donc là, on a flirté avec les 80, enfin c'était du 95%. T'investis 100 euros, t'as plus que 5 euros. Bah, ça fait mal, hein, ça fait mal. Par contre, si t'investis ici, t'investis 5 euros, pour remonter, bah, tu fais un x10, x20, x... Bon, bref. Donc la courbe, elle est intéressante. En plus de ça, on peut se dire, RELM, ça stagne. Donc, bah, je vais pas investir sur un truc où bah, je reviens dans 10 ans, mes 100 euros, ils valent toujours 100 euros. C'est de la merde. Ben, c'est de la merde, oui et non, parce que tes 100 euros, il reste 100 euros, mais en plus, tous les mois, on va te verser des dividendes équivalents à, ben là, c'est 15% qui verse, en gros. Donc, bon, on va dire 12%, ce sera plus facile à calculer. Tous les mois, tu gagnes 1%. Donc, sur tes 100 euros, tous les mois, on te donne 1 euro. Ça, c'est quand même vachement cool. Mais, si tu payes des impôts et tout ça, c'est pas si cool que ça. Donc, il vaut mieux que, en plus des dividendes que tu gagnes, bah, ton action, elle monte. Et là, bah, ce qui est intéressant, c'est que, bah, regardez, hein, petit à petit, ça monte. Alors, on va zoomer pour voir qu'il y a quand même une tendance, mais c'est un peu plat. Mais ça fait monter, monter, monter. Et ça va monter jusqu'à retourner à son niveau de 2020. Ça va prendre du temps, hein, mais ça va monter. Ok, donc du coup, c'est un ETF, on en a parlé. Donc l'ETF, qu'est-ce que c'est? C'est un tracker, en gros, c'est une action qui regroupe plusieurs actions. Voilà, c'est le plus simple pour expliquer. Donc, c'est une action qui, donc par exemple, sur l'action de cet ETF-là, on a investi sur les 100 euros, on a 14 euros sur Anali, on a 10% sur 10 euros sur AGNC, on a 8 euros sur Starwood, on a 5 euros sur, etc. Donc du coup, ça permet quoi? Ça permet de diversifier notre portefeuille euh, en investissant sur une seule action. En gros, plutôt que nous chercher d'investir là, là et là, il y a des professionnels qui sont payés pour ça, qui ont fait des études pour ça, qui sont des experts dans ce domaine-là, qui eux vont déjà eux-mêmes répartir votre argent sur les différents points, enfin les différentes entreprises de ce domaine-là. Donc là, il y a un ETF qui vient de sortir sur le Bitcoin. Hein, je pense que vous en avez entendu parler, qui a explosé parce que bah, forcément, les ETF crypto avant, il n'y en avait pas. La Fed et la SEC ont validé, c'est passé et du coup là, ça explose. Bref, les ETF, ça intéresse beaucoup les investisseurs parce que ça limite le risque. Et là, on est sur des entreprises qui contiennent un risque, puisque on se souvient en 2008 qu'il y a eu une crise dessus. On sait que là, en 2020, il y a eu des impayés, des loyers impayés, puisque bah, c'était quand vous vendez, enfin quand vous avez des intérêts sur des loyers, ça va, des loyers résidentiels, ça va. Quand c'est sur des centres commerciaux, bah, vous l'avez un petit peu dans l'os, les gars. Bref, là c'est intéressant. Par contre, on voit qu'on est quand même très investi sur trois entreprises. Ces trois entreprises-là, au final, elles font déjà un tiers de tout l'investissement. Là, j'ai mis que les 10 premières, mais en réalité, il y a plus que ces 10-là, puisque évidemment, on n'a pas que 10 entreprises sur lesquelles on a investi, parce que si on fait le total, ça fait pas 100%. Mais bon, je pense que c'est pas intéressant de mettre les autres. On avance, on regarde les trois premières, Anali, la top 1, top 2 AGNC et top 3 Starwood. Donc, Anali Capital Management et pardon MFA qui est la dernière, parce que je pense que c'est intéressant aussi de montrer les petites par rapport aux grosses. Euh, et pour vous montrer ça, pourquoi? Parce que est-ce que c'est intéressant de passer par l'ETF ou d'investir nous-mêmes sur les différents ETF, les différentes actions, pardon. Donc du coup, euh, moi, je regarde ça et je me dis, putain, c'est beau. Oh, alors là, quand même, les gars, il y a du bénéfice. Par rapport au chiffre d'affaires, le bénéfice, il est énorme. Énorme. AGNC, vous voyez ça là? On a un chiffre d'affaires, un bénéfice
qui est à 90% du chiffre d'affaires. Il n'y a pas de coût. C'est des entreprises, il n'y a pas de coût, il n'y a pas de dépenses. Tu prends du pognon, tu le mets dans la poche, bam, direct. Donc ça, pur bonheur, pur bonheur. C'est un petit peu moins vrai sur les autres, mais je vous mets au défi, pareil. Donc je me coupe rien du tout, mais je vous mets au défi de me trouver des entreprises qui vous annoncent des bénéfices à 50% du chiffre d'affaires. 50, enfin même plus, hein, plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc pour les trois autres, ok, pour toutes, de toute façon. Donc ça, c'est super intéressant. Je ne l'ai pas fait sur toutes les autres parce que ça prend du temps, il y a du taf et on est déjà à 15 minutes, donc je pense que vous voulez avancer, et moi aussi. Donc je ne vais pas plus en parler que ça, mais si vous voulez que j'analyse les autres, les 10 autres, enfin en fait les 23 autres en réalité, je le ferai, mais ce sera dans une autre vidéo. Bon, ces bénéfices, ils sont un peu assombris par un historique qui est pas toujours stable. AGNC, pardon, là, il a des bénéfices exceptionnels, des bénéfices qui collent au chiffre d'affaires, et ça, si vous regardez la courbe, c'est depuis toujours. Ah merde, ça passe derrière, bon tant pis. Ça, c'est depuis toujours. On voit que la courbe bleu clair et la courbe bleu foncé, elles sont très collées. Donc bleu foncé, on rappelle chiffre d'affaires, bleu clair, bénéfice. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que l'entreprise, elle a aucun coût. Par contre, le petit point noir là, c'est que on a plusieurs fois d'affilée, des années durant, des déficits. Et là, les déficits, on n'aime pas ça, surtout dans des entreprises qui sont aussi risquées que celle-ci. Moi, je me tiens un peu éloigné. Anali, pareil, là, elle est rarement bénéficiaire. Elle l'a été en 2017-2018, un petit peu 2019, et là, elle redevient bénéficiaire. Mais on voit qu'il y a des moments où ça a été terrible. Et ça a été terrible puisque c'est des déficits qui sont pires. Enfin, si vous faites le bénéfice moins le déficit, et ben on va être en négatif. C'est pas le cas sur Starwood. Alors là, on se dit Starwood, putain, top star. Starwood, moi, je me la joue à la The Voice et je me dis Starwood, je vous veux dans mon équipe, je vous veux dans mon portefeuille. Parce que même avec le Covid, les gars, putain, on perd pas d'argent. C'est du pur bonheur. Et ben on va voir juste après que c'est des chiffres qui sont maquillés, donc faites gaffe à ça. C'est pour ça que moi je montre toujours la dette, parce que ici on a des chiffres, sans déconner, ça ferait rêver n'importe quel investisseur. Si tu cumules ça, bah, juste ça en fait, non, tu regardes ça, tu regardes le cours boursier, s'il n'a pas explosé, t'investis. S'il a explosé, t'investis quand même. Mais on va voir qu'il triche. Il triche un petit peu. Et MFA, donc du coup, qui est le petit dernier de la bande. Ça, c'est le petit frère qui se faisait taper à l'école et qui se fait protéger par Anali et AGNC. Putain, je vais pas y arriver. Et ben en fait, finalement, et ben le petit dernier, il a quand même pas mal d'intérêt, hein, parce que il est stable. Regardez-moi comme c'est stable, c'est lisse, c'est un plateau, c'est le pays plat, c'est le plat pays. Il est si plat et il est si bleu. C'est un pur bonheur. Par contre, bon bah forcément le Covid, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal, mais on va voir que il a eu du rouge, mais le rouge il l'a vécu sainement et on le voit ici. La dette, les gars, de Anali, de AGNC, elle est terriblement haute par rapport aux capitaux. Pourquoi il n'y a pas de capitaux? Parce que c'est des créances qu'on a. C'est pas des, ils n'ont pas vraiment des immeubles. Eux, ils ont racheté des emprunts. Donc forcément, ils ont pas tant que ça de capitaux propres et c'est des leviers. Hein, on n'oublie pas le fait qu'il y a des leviers. Le levier, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai 10 euros. J'ai, je veux acheter je sais pas, une, un téléphone qui en coûte 100, ok. Donc pour acheter ce téléphone, eh ben, je vais mettre un levier x 10, et du coup, mes 10 euros, ils se transforment en 100. Sauf que ce téléphone, si dans 2 ans, je veux le revendre, et que il coûte plus que 5 euros, et ben moi, vu que j'ai mis un levier, et ben
ben, il coûte plus que 50 euros, pardon. Moi, vu que j'ai mis un levier, eh ben, je vais perdre pas 2 fois ce que j'ai investi, mais je vais perdre 20 fois ce que j'ai investi. Ok? Donc, c'est ça le levier. C'est pas hyper clair, mais je veux pas trop rentrer dans le détail, ça fait déjà 20 minutes. Ok? Donc, n'hésitez pas à chaque fois à mettre en commentaire et tout, si vous voulez que je développe des trucs, je referai des vidéos, il n'y a aucun problème. AG, NC et Anali, ils ont une dette énorme. Et ça, franchement, ça fait peur. Starwood, regardez-moi ce petit malin là. C'est vraiment un petit coquin Starwood parce que il vous dit regardez, je fais du bénéfice. Mais Starwood, de l'autre côté, il a une dette qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Pourquoi ça monte? Parce que il se dit, moi mes copains AGNC et ma copine Anali, qu'est-ce qu'elle fait? euh, Elle essaye de pas se faire striker sur YouTube déjà parce que c'est quand même des mots qui sont difficiles à dire sur YouTube. Ça va que moi je monétise pas mes vidéos, mais on va l'appeler ACM, hein, ok? C'est dégueulasse, mais on va l'appeler comme ça. Donc ACN et AGNC, ils ont une belle dette, ils ont une capitalisation boursière qui est folle, c'est du 13 milliards. 13 milliards, c'est énorme. Donc il se dit, bah, je vais faire pareil. Moi, je vais annoncer des jolis chiffres, je vais augmenter ma dette, et ni vu ni connu, parce qu'avant c'était sain quand même. Hein. On voyait que la dette, elle était belle quand même. Donc ça reste sain. Donc c'est tricher, mais au final, quand on regarde, ben, elle a augmenté sa dette pour rester en bénéfice, donc ça fait que l'entreprise, elle reste saine, et elle aura de quoi rembourser sa dette, et au final, ben, sa dette par rapport à ses capitaux propres, elle n'est pas si élevée que ça dans le domaine. Même si ben, c'est sûr que dans un autre domaine, avoir une dette qui est au-dessus des capitaux propres, c'est pas bien. Mais pour le domaine hypothécaire, c'est quand même sympa. Et MFA, eh ben finalement, c'était la dernière de la classe sur la capitalisation boursière. Ça veut dire que les gens, ils investissent pas dessus. Eh ben moi, je me dis, quand je vois les courbes de bénéfices et les courbes de dette, bah, est-ce que ce serait pas le moment de nous investir dessus en attendant que euh, les gros de la bourse, les costauds, les grosses têtes, les Warren Buffett et tout ça, ils se disent, bon, Warren Buffett, lui, il est pas trop chaud pour les entreprises mortgage, donc lui, il ira pas dessus. Mais il y a d'autres entreprises qui seront plus intéressées par ça, enfin d'autres hedge funds. Et bah, je me dis, sans déconner, c'est sympa quand même. Regardez comment la dette, elle descend. On sort de 2020 qui a été une crise énorme pour le milieu, et eux, ils ont une dette qui baisse. Avec des, des bénéfices qui reviennent à la normale, quoi. Donc là, le cours boursier, par rapport à avant 2020, il est censé être beaucoup plus haut. Et vous ferez l'exercice, vous irez voir. Le cours boursier, il est intéressant. Franchement, il est intéressant. Si on revient sur le global, donc l'ETF, la cotation de l'ETF, on voit que ça stagnait et on voit que il est passé à. On voit pas bien. On voit pas bien, je suis désolé. Ok, donc là on verra peut-être mieux. Donc on était à peu près à 24 et on est passé à 7. Donc vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de la. Enfin, actuellement on est à 7, mais on était passé à 2, quoi. 2, 4. Donc ça veut dire que on a divisé par 10, même plus que ça. Et donc là, on est déjà passé à 7. Donc ça veut dire qu'en moins d'un an, un peu plus, non pardon, je dis des bêtises, en un tout petit peu plus d'un an, un an et demi, on a déjà fait, donc 8 divisé par 2, 4. Donc on a déjà fait un x4 sur l'action. Et en plus de ça, tous les mois, on touche des dividendes. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc les dividendes, on va payer des impôts dessus, donc ils sont moins sexy que ce qu'on nous annonce. 15%, je le rappelle, 15%. Mais, mais on a fait un x4. x8, 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 x8. Non, x4, x4, pardon, x4. Ok, donc là, on est à 7. Et on rappelle que le rythme de croisière, il est autour de 20, on va dire 21 parce que c'est plus facile pour le calcul. Ça veut dire qu'il y a un x3 à faire encore. Donc, si on garde ce rythme-là, ça va prendre un petit peu plus de temps pour faire le x3. Mais on se dit, en 2 ans, on triple notre mise, plus les dividendes qu'on peut réinvestir, donc on a les intérêts composés, etc. Pareil, ça je peux faire une vidéo sur les intérêts composés si ça vous intéresse. Mais super intéressant. Donc on voit ici le volume en fait de trading.
Donc on avait une volatilité qui était très haute en post-Covid, donc ça c'est le cas sur toutes les actions hein, de toute façon. Et on voit que petit à petit ça se tasse. Voilà, c'est dur à dire. Petit à petit ça se tasse, mais c'est quand même en fait correct et ça se tasse pas tant que ça, donc ça va continuer à monter petit à petit. Ok, je finis, s'il est déjà 25 minutes là, je finis rapidement en vous parlant des subprimes, des super primes, des upper primes et tout ça. Je vais pas rentrer dans le détail, je ferai une vidéo à part si vous me la demandez. Mais en gros, les subprimes, c'est la crise qu'on avait eu en 2008, ok? Donc 2003, 2004, 2005, 2006, etc. Donc ça, c'est que le premier quarter à chaque fois. C'est un peu dommage de ne pas avoir tout mis, mais au moins, on a une répartition de 2003 jusqu'à 2021. Donc, on voit vraiment comment ça évolue et est-ce que ça s'est assaini ou pas. Donc, les couleurs, elles sont parlantes. Les subprimes, c'est quand tu files du pognon, tu files un crédit à un gars qui ne sera pas capable de te rembourser. Ok? Near prime, c'est tu files à un gars qui sera moyennement capable de te rembourser, prime, upper prime, super prime, etc. Donc, en gros, les super prime, c'est des crédits à des gars, t'analyses à balle son chiffre d'affaires, ses bénéfices, etc. Tu te dis, bah, lui, ok, il me rembourse en 3 mois, je lui file son crédit. Donc, c'est le crédit le plus sain. Et en 2007-2008, on voit ici que la crise des subprimes, c'était qu'on donnait des subprimes et des near prime, mais vous vous rendez compte, 21% des crédits qu'on donnait, c'était à des gars qui n'étaient pas capables de rembourser. Bah forcément, il y a eu un effondrement boursier et hypothécaire qui a pas loupé. Par contre, aujourd'hui, on est beaucoup plus sain. On est dans une bulle immobilière. Ça, pareil, je pourrais vous mettre des cours parce que je pense que c'est super intéressant. Au-delà de la bourse, l'immobilier intéresse beaucoup les investisseurs et on a en gros une courbe qui vient donner. Vous savez quoi? Je vais vous la faire là tout de suite en 2 secondes. Hop, on ouvre Paint. En gros, la courbe, ça nous fait un truc comme ça. Ça, ce que je vais dessiner, c'est le pouvoir d'achat. Ok? C'est le salaire des Français qui augmente petit à petit. Donc, en vrai, je parle plus des Américains que des Français. Ah, pardon, on voit pas bien. Je parle plus des Américains que des Français, mais c'est à peu près pareil. En vrai, ça a évolué de façon à peu près similaire. Donc ça, c'est votre pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Ok? Et en bleu, je vais vous faire le prix de l'immobilier. Donc ça fait ça, bam, il y avait une bulle, c'est tombé, et là, c'est en train de remonter, et c'est en train de faire comme ça là. Donc là, on a vraiment une tendance qui est très haussière. Donc quand la tendance elle est haussière, il faut faire attention puisque ça veut dire qu'on peut être dans une bulle immobilière et donc quand ça s'effondre, pour revenir à un prix normal, là ça va faire mal. Bref, donc du coup, si on reprend, euh, on est vachement plus sain qu'avant. Les subprimes, on en a quasi plus. On a que du super prime, donc on va être remboursé. On a vachement moins de chances de se taper une crise comme on s'est tapé, même si au niveau de l'immobilier, on va baisser sur les prix. Derrière, je vous mets, pareil, je vais me déplacer au niveau de la caméra. Pour finir, on va parler très rapidement. Hop, là, je suis un tout petit. Des différentes entreprises d'hypothèques résidentielles. Donc là, il n'y a pas vraiment les commerciales et tout ça, c'est vraiment sur du résidentiel. Donc on voit donc NLY pour éviter les strikes, qui est au top au niveau du market cap pardon, à 12,55 avec un dividend yield à 10%. Donc 10% c'est vraiment intéressant. Mais on peut voir qu'il y en a d'autres qui sont peut-être plus intéressantes, donc à voir au niveau de la cotation en bourse, mais un dividend yield à 15% chez ORC, pour Orchid Island Capital, c'est très intéressant puisque on n'est que à 0,69 de milliards de market cap. Donc là c'est beaucoup plus petit, mais
on voit que il nous paye plus grassement. Derrière, il faudra analyser l'entreprise en tant que telle, et je le ferai dans une autre vidéo, pour définir si effectivement elle est saine et elle est pérenne et que ça vaut le coup ou pas. Ok, donc bon, le tableau, je vous le laisse là. Vous mettrez sur pause pour regarder si ça vous intéresse d'investir sur d'autres REIT en mortgage. Et on va finir sur la performance de ces différentes residential mortgage comparé à 2020 et comparé à 2019, parce que 2019 c'est quand même plus parlant, puisque on parlait d'une époque où on n'avait pas une crise pandémie, enfin une vraie pandémie mondiale. Ok. Et ben finalement, Anali, c'est pas si sexy que ça, parce qu'on a du moins 10% par rapport à 2020 et moins 12% par rapport à 2019. Donc finalement, l'entreprise elle se casse un peu la gueule, et ça c'est pas bon. Par contre, on a des entreprises qui sont vachement plus saines, comme Ajax, qui par rapport à 2020 est plus basse, elle est mauvaise. Par contre, si on regarde par rapport le delta par rapport à 2019, bah c'est pas si mal, pas si mal. Donc au final, celle qui sort du lot, celle qui a réussi à tirer son épingle du jeu le mieux, c'est Ellington Residential Mortgage, qui elle fait que monter malgré le Covid. Et mention spéciale quand même pour Dinex et Lumens qui s'en sont sortis. Donc on fera des analyses sûrement sur ces vidéos-là ultérieurement. Et ben, on a dépassé les 30 minutes, donc moi je vais m'arrêter là. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire quelles entreprises vous voulez que je développe si ce milieu-là vous intéresse. Est-ce que vous voulez que je développe les mortgages, les REIT, les critères d'imposition, tout ce qui est un petit peu lourd, ou là, à ce moment-là, je ferai vraiment des trucs exprès dessus en essayant de le simplifier le plus possible. Et puis, bah, on se retrouve sur des prochaines vidéos. Et bah, à plus.